déverrouiller les richesses de l'Afrique, une optimisation des transactions autour des matières précieuses du continent. Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour à vous, chers fidèles auditeurs, et bonjour, très chers amis et futurs collaborateurs. Nous sommes très heureux aujourd'hui de vous recevoir encore toujours plus nombreux sur notre plateforme pour la présentation. C'est déjà la deuxième séance en français et au courant de la semaine à venir, nous pourrons alors présenter par petit comité, nous l'avons dit hier, sous un autre format et aussi avec toujours l'ensemble de nos collaborateurs, nous pourrons bien entendu citer aussi en langue anglaise. Déverrouiller les richesses de l'Afrique, c'est ce dans quoi nous sommes plongés aujourd'hui avec toute l'équipe de Jurès. Avec moi aujourd'hui, vous avez le CEO, Monsieur Kaya Matsima, ainsi que Monsieur Yumbi Frank, Senior Technical Manager, pour vous accompagner tout au long de ces quelques minutes durant lesquelles nous allons nous faire un plaisir de vous présenter cet ouvrage. Alors, il va sans dire qu'aujourd'hui encore, nous avons tout le plaisir de venir vous entretenir. Nous allons vous présenter sans plus tarder le modèle que nous allons suivre durant ces quelques minutes pour vous entretenir sur l'ouvrage. Nous le disions, nous allons vous présenter maintenant le déroulé de notre présentation, qui d'abord, ce sera la présentation de l'œuvre et de son auteur, un bref aperçu du livre, l'intérêt qu'il y a à partager cet ouvrage aujourd'hui avec vous, mais aussi avec l'ensemble de tous nos collaborateurs, futurs collaborateurs, l'ensemble même, nous dirons, de tous les Africains. Aujourd'hui également, nous allons dérouler comme ça quelques extraits pour, bien sûr, vous plonger à l'intérieur de l'ouvrage. L'inspiration qui a été la nôtre, et bien entendu, nous vous entretiendrons sur les modalités pour entrer en possession de l'ouvrage, puis bien entendu, nous représenterons l'équipe et serons à votre disposition pour d'éventuelles questions. D'entrée de jeu, nous avons choisi d'élaborer par cette présentation ces quelques mots de son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État du Burkina Faso, qui mettait déjà en lumière la nécessité aujourd'hui pour nos nations africaines de reprendre possession du contrôle de nos matières et surtout de leur valorisation avant l'exportation sur l'ensemble, la quasi-totalité des compagnies impliquées dans l'industrie minière sur le continent africain aujourd'hui. Il va sans dire que très peu sont concernés par la transformation avant exportation. Et c'est cela aujourd'hui c'est à cela que nous nous attellons aujourd'hui. Quelles sont les armes qu'il faudrait avoir? Quels sont les principes qui devraient désormais diriger l'action de l'établissement des contrats attribués bien sûr à tous ceux qui voudront dorénavant traiter avec l'Afrique et comment, bien entendu, prendre en toute priorité soin du bien-être des Africains à travers de l'exploitation de la ressource minière. Mesdames et messieurs, sans plus tarder, nous allons donc passer la parole à M. Dieudonné Kaya Matsima pour son propos introductif et la présentation du livre ainsi que de son auteur. Monsieur Dieudonné Kaya Matsima, de
Bonjour, AS Business Group. Bonsoir. Bonsoir. À vous la parole pour entretenir notre auditoire sur le livre et son auteur. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les participants. Nous sommes encore très heureux de vous retrouver ce soir. Et nous disons que ensemble débloquons le succès. Telle est notre devise. Et Jaurès Business Group est une vision, est une compagnie multinationale et qui, au sein de tout ce qu'ils peuvent avoir comme service, a pensé mettre en place une vision qui est de mettre en œuvre un livre, donc matérialiser tout ce que nous allions faire au niveau de notre société. Voilà pourquoi nous avions eu à mettre une coordination qui va réfléchir à écrire des ouvrages, donc parmi celui-ci que nous sommes en train de vous présenter, qui est le premier tome, qui s'intitule « Débloquant les richesses de l'Afrique, optimisation des métaux précieux ». Alors, qui est l'auteur de cet ouvrage? Oui, d'emblée, je vais vous dire que ça a été un travail d'équipe parce qu'au sein de Jaurès Group, Business Group, nous avions mis toute une équipe qui travaille avec à la tête M. Richard Honoré Bafakan, qui est le coordonnateur de ce projet et qui, par son expérience, d'avoir eu à passer à des multiples compagnies en tant que manager opération manager, et en tant que physicien, en tant que chimiste, en tant que analyste des données, a une expérience qui a permis de mettre en œuvre cet ouvrage. Mais aussi, il est parmi les gens qui ont le potentiel de réfléchir, mais aussi de rassembler tout ce qui était important pour que cet ouvrage voit le jour. Il est aussi un monsieur qui est passé à l'IFP de France. Bien que vous voyez sur l'écran tout ce qu'on a mis, mais il a beaucoup d'expérience en matière d'analyse des données. Aussi, il interprète le réservoir. Et donc, c'est quelqu'un outillé par lequel nous avions eu le privilège d'avoir tous ces éléments qui vont constituer ou qui ont constitué cet ouvrage ou la mise en place de cet ouvrage qui est le livre que vous êtes en train d'acheter, mais que vous allez lire, découvrir tout le contenu. Alors, donc, l'auteur, c'est bien M. Richard Honoré Bafakan. C'est tout un projet, c'est lui le coordonnateur. Donc, c'est pour vous dire que ce n'est qu'un début. Il y a bien d'autres qui vont arriver dans beaucoup de domaines. Ça, ce n'est que le tout premier et le premier tome. Nous vous disons donc, chers partenaires, que soyez très nombreux à l'acheter parce que vous allez connaître, vous allez avoir des connaissances. Nous allons débloquer ensemble ce succès. Nous allons bloquer ensemble tout ce qui était caché. Nous allons déverrouiller ensemble. Oui, nous découvrirons tout le secret qui est dans ce livre. Merci. Merci beaucoup. Donc, je vais remettre la parole à l'auteur qui va dérouler en quelques mots le contenu de ce livre qui est très nécessaire. Merci, Monsieur Richard.
Merci, monsieur le CEO. Merci de votre présence aujourd'hui. Pour faire un résumé, à la suite du CEO qui présentait l'auteur, il a fallu présenter un aperçu du livre du déblocage des richesses de l'Afrique et de l'optimisation des transactions sur les métaux précieux. Dans ce cadre-là, nous avons évidemment mentionné que ceci, au départ, pour le faire, nous nous sommes penchés sur la dynamique de l'industrie minière en Afrique et sur le commerce avec le Moyen-Orient, la Russie et la Chine. Nous avons comme ça exploré ces collaborations pour voir comment est-ce que les partenariats sont essentiels pour mieux comprendre l'activité et soutenir davantage le, le, le développement durable. Nous pouvons dire qu'il s'agit ici pour nous de mieux outiller les Africains sur la maîtrise de l'amélioration du climat des affaires en optimisant les productions, les transformations de la matière sur place avant exportation pour améliorer les rentes. Nous examinons également les opportunités qui sont aujourd'hui offertes à travers des collaborations intra-africaines, notamment ici nous les avons illustrées par les collaborations entre l'Afrique subsaharienne et l'Afrique du Nord pour un peu démontrer comment est-ce que dans le cadre de quelques cas pratiques ici élaborés, comment est-ce que véritablement ceci constitue une réelle possibilité pour déjà éviter des dépenses énormes d'un point de vue technique pour les États africains, mais également maîtriser évidemment la technologie sur place. Nous allons également, bien sûr, vous laisser découvrir les stratégies qui sont mises en place pour le développement durable et la coopération régionale. Comment est-ce que tout cela va contribuer, n'est-ce pas, pour rendre ce secteur d'activité beaucoup plus responsable. Soutenir la croissance, ce n'est pas juste avancer des chiffres, mais il faudrait que cela soit un réel vécu pour nos populations. Alors cela, il va sans dire, constitue les thèmes clés que nous avons développés tout au long de cet ouvrage de 313 pages, nous l'avons dit, répartis donc en 3 chapitres. Ce sont ces chapitres-là qui, bien entendu, ce sont en 3 parties, 3 grandes parties, qui traitent premièrement et tout d'abord de relations avec le Moyen-Orient, acteur majeur et nous allons dire garantie sur le long terme parce que d'abord culturellement ancré dans l'utilisation et la valorisation des matières précieuses, dont l'or et le diamant en particulier. Et bien sûr, là, on ne parle pas de spéculation, c'est véritablement milieu dans lequel cela est véritablement conçu d'abord comme une nécessité d'un point de vue culturel. Évidemment, cela veut dire que pour longtemps encore, ils les consommeront. Ce n'est pas lié tout simplement au développement industriel, mais plutôt d'abord à la culture. Alors, mais après, il faut voir dans le cadre des coopérations, c'est cela qui va constituer le deuxième chapitre avec la Russie et la Chine, c'est de voir d'un point de vue technique comment s'approprier les compétences techniques et comment aujourd'hui on pourrait maîtriser davantage les technologies et élaborer des politiques beaucoup plus sûres et préservatrices l'environnement. Nous explorons dans la coopération subsaharienne, Afrique du Nord, la coopération intra-africaine parce que les Africains aujourd'hui doivent se soutenir eux-mêmes, ils doivent se prendre en charge véritablement et puis on verra
comment est-ce que cela est possible et cela garantit, n'est-ce pas, la maîtrise même de la technologie et la maîtrise des dépenses. Alors, posons la question, pourquoi? Pourquoi faut-il libérer? Pourquoi faut-il s'intéresser à cette question de libérer les richesses de l'Afrique? Nous l'avons dit dans notre avant-propos, la présentation a été faite partant des discours aujourd'hui même tenus de la vue même des chefs d'État africains, nous l'avons dit, notamment avec le président du Burkina Faso, mais aussi c'est pratiquement l'ensemble des acteurs gouvernementaux africains qui aujourd'hui lancent le cri d'alarme, parce qu'il faut le dire, aujourd'hui, pour l'Afrique, c'est les métaux précieux, c'est les métaux et le pétrole qui constitue la principale source de rente pour leurs économies. Alors, il est question aujourd'hui de s'assurer de la maîtrise totale des flux et des fonds. Et aujourd'hui, s'assurer que dans l'optimisation de la rentabilité, aujourd'hui, transformer, être capable de transformer, c'est donc assurer au minimum de doubler, sinon de tripler les revenus sur ces matières premières. La pertinence de ce livre trouve son ancrage, il faut le dire, dans le rôle central que cela revêt pour nos économies, nous l'avons dit. Et c'est pourquoi nous avons pris le temps sur des chapitres entiers illustrant nos propos par des cas pratiques et bien précis. Nous évoluons à démontrer comment est-ce que cela, dans les cas où elle a été un succès, elle a transformé véritablement les visages de ces pays. Nous avons parlé dans notre ouvrage des cas du Ghana, des cas du Botswana surtout, où véritablement les économies ont été transformées, les visages des États ont été révolutionnés. Il est aujourd'hui question de maîtriser davantage toute la complexité qui entoure ce secteur d'un point de vue des procédures, d'un point de vue légal, d'un point de vue même d'accès au financement. Il est aujourd'hui question de comprendre comment est-ce que cette industrie peut être génératrice de plus d'emplois encore et par là même soutenir le développement local, le développement durable et bien entendu l'autonomisation des populations, surtout les populations les plus vulnérables, c'est-à-dire les plus jeunes et les femmes. Cela justifie donc l'importance de cet ouvrage, chers auditeurs, chers lecteurs, chers collaborateurs. Cela fournit des informations précieuses sur des partenariats qui doivent être noués aujourd'hui, quels doivent être les cadres légaux dans lesquels cela se fait. Nous promouvons aujourd'hui, nous en faisons aujourd'hui la promotion de pratiques plus responsables. Comment maîtriser cela? Comment aujourd'hui réaliser une industrie minière beaucoup plus respectueuse de l'environnement, des populations locales? Comment impliquer les populations locales pour une meilleure maîtrise de l'activité? Ce livre, bien sûr, se veut une contribution sur l'impact qu'aura désormais l'industrie minière sur le développement durable, sur le développement de nos populations, sur la coopération régionale. Allô? Allô? Alors, allô? Allô?
Alors, quel est l'impact sur les populations locales? C'est cela que nous voulons aujourd'hui, que cet impact soit positif. Nous apportons donc des réponses pour développer davantage le secteur, pour que ce secteur soit bénéfique pour ces populations, afin justement que celles-ci arrêtent de se lancer dans des activités parallèles qui plombent en fait cette économie. Aujourd'hui, renseigner les acteurs et les gouvernements sur les, 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 l'actualité la plus les plus innovantes, l'actualité la plus récente sur les développements technologiques, les avancées d'un point de vue aussi de l'offre de financement, mieux comprendre les mécanismes de financement et mieux maîtriser bien sûr des flux, limiter également les impacts négatifs tels que le blanchiment d'argent. Et une industrie qui se voudra beaucoup plus inclusive en ce que toutes les populations, toutes les tranches de population se sentiront impliquées et aussi bien sûr plus transparentes afin que chacun se sente responsable. Sans plus tarder, nous allons de nouveau présenter, parce que nous nous excusons encore pour le souci technique de tout à l'heure, donc nous allons de nouveau rentrer dans la présentation de quelques extraits, parce que je crois, tel que la régie me l'a signalé, il y a eu un souci technique pendant que je faisais la présentation tout à l'heure. Donc nous allons tout de suite dans la présentation des extraits du bouquin. Alors, on disait, c'est un bouquin de 313 pages qui se résume, bien entendu, en 3 grands chapitres. Après, bien entendu, un sommaire, un résumé exécutif qui parle du livre dans son ensemble. Nous attaquons la première partie qui consiste en l'élaboration et l'analyse des relations avec le Moyen-Orient et particulièrement Dubaï, qui est la porte d'entrée. Nous voyons comment est-ce que, d'abord, dans notre chapitre introductif, nous pouvons y aller, hein, allons-y, chers amis. Chapitre 16, nous naviguons comme ça sur les richesses, le déploiement des richesses africaines, des richesses minières, des richesses du sous-sol dans toute l'Afrique. Nous voyons comment est-ce que cela se répartit du nord au sud, de l'est à l'ouest. Nous vous donnons comme ça des moyens de mieux comprendre cette répartition et bien entendu, vous répondez également ce qui explique la situation des pays tels que la République démocratique du Congo, pourquoi certains pays sont aujourd'hui l'attrait de différentes puissances. Vous comprendrez comment est-ce que ces richesses se sont répandues le long du continent, quelles sont les richesses clés de secteur par secteur, pays par pays, nous essayons de comprendre. Alors, nous voyons comme ça, c'est une véritable démonstration du déploiement des richesses minières sur l'ensemble du continent, la répartition du nord au sud, d'est en ouest, et nous vous plongeons comme ça au cœur de la connaissance même des termes les plus utilisés en termes de métallogénie, de maîtrise de la croissance des flux et de la croissance de ces différentes minéralisations, de leur déploiement le long du continent. Vous vous habituerez ainsi à des expressions telles que les ceintures vertes, les ceintures de pierres vertes qui s'étendent tout au long de l'Afrique subsaharienne de sud-ouest
du sud-est au nord-ouest, vous verrez comment est-ce que cette ceinture enrichit ces états d'une minéralisation des plus précieuses. Vous verrez également comment est-ce que le Ghana est plongé dans cette ceinture aussi bien que la Tanzanie et le Zimbabwe, ce que cela implique en termes de possession des matières premières et de minéraux économiquement rentables. Nous nous intéresserons évidemment au-delà du pétrole, au-delà de l'or et du diamant, nous nous intéresserons évidemment au cuivre et en ce qui constitue les valeurs les plus économiquement rentables par État du continent et voir comment est-ce que ceci peut constituer une véritable rente pour ces États, comment est-ce qu'on peut améliorer les rentes et bien sûr quels sont les enjeux autour de l'exploitation de ces différents métaux, pourquoi les conflits autour de ces pays et comment maîtriser, quelles sont les voies pour d'ailleurs maîtriser davantage l'activité et quels sont les mécanismes qui ont été développés pour essayer de mieux contrôler les échanges en matière de métaux précieux, nous l'avons dit, tels que le processus de Kimberley et bien d'autres mécanismes qui ont été développés pour une meilleure maîtrise de cette activité. Voilà, nous plongeons, vous pouvez le voir, au travers des différents, tout au long des différents chapitres, des différents paragraphes qui sont mis à disposition. Vous pourrez comprendre l'enjeu aujourd'hui autour de ces matières premières, ce qu'elles représentent aujourd'hui, quelle est la position des différents acteurs sur les marchés d'échange. Avec les Émirats, que vous pouvez voir ici, qui se sont positionnés aujourd'hui comme un acteur majeur, une place majeure de l'échange des matières premières dans le monde. Alors, si nous prenons notre paragraphe, en ce qui concerne les défis qui sont aujourd'hui les nôtres dans cette activité, on pourra voir comment déjà on pourrait prendre avantage, n'est-ce pas, de l'histoire même et du développement dans le Moyen-Orient pour aujourd'hui que l'Afrique puisse s'en inspirer dans le cadre du développement des infrastructures. Comment est-ce que le Moyen-Orient et les Émirats en particulier ont su prendre avantage des matières premières qui sont les leurs pour développer et du commerce d'ailleurs autour des métaux précieux pour développer leur pays. On pourra voir également quels sont les processus financiers qui sont mis en œuvre pour soutenir l'activité. Quelles sont également les infrastructures et autres qui ont été mises à profit. Comment est-ce que le célèbre Gold a été mis sur pied et comment est-ce que l'Afrique pourrait s'en inspirer pour développer de véritables places commerciales émergentes pour le secteur de l'industrie minière. Nous pourrons également nous attaquer au véritable problème. On va le voir, on va naviguer comme ça au niveau du développement des infrastructures, de transport, d'énergie, de télécommunications, la création de l'emploi, comment soutenir le développement local, comment ajouter de la valeur à nos exportations. Qu'est-ce que le Moyen-Orient peut nous apporter en termes de capitaux, il faut le dire, c'est aujourd'hui une place importante dans le monde.
qu'elle détient. Aujourd'hui, il détient assez de capitaux pour soutenir l'activité en Afrique et pouvoir véritablement développer une industrie beaucoup plus inclusive, impliquant les populations locales et bien entendu la transformation des ressources sur le continent. Comment venir à bout des défis? Comment est-ce qu'aujourd'hui, il faudrait comprendre déjà d'où vient le décalage? Alors, quand on parle de décalage entre, je crois que c'est une partie qui va être abordée, bien entendu, au cours de votre lecture, vous verrez que nous traiterons du décalage dans les rentes de matières premières. Pourquoi est-ce qu'il y a un gros décalage entre ce que l'Afrique déclare et ce que le Moyen-Orient et pratiquement et tout particulièrement Dubaï déclare? Nous voyons les challenges, les opportunités, une économie diversifiée, les infrastructures de développement, la technologie, l'innovation. Comment est-ce qu'ils ont su s'impliquer dans cela, comment ils ont pu développer, et tout partant simplement de leur matière première. C'est de cela dont nous allons nous inspirer. Nous devons développer des infrastructures de classe mondiale, un environnement d'affaires assez judicieux pour tous les acteurs économiques et quelles sont les stratégies à mettre en place. Déjà, le Moyen-Orient, nous l'avons dit, est très bien situé. Alors, comment tenir compte de cet avantage? Comment mieux traiter? Comment est-ce que cela va avoir des répercussions pour la rente des États africains? Nous allons voir comment est-ce que Dubaï offre des infrastructures qui peuvent nous aider à mieux valoriser nos produits et à mieux les mettre sur le marché. Nous verrons les moyens financiers, n'est-ce pas? Quand nous parlons des moyens financiers, alors nous sommes intéressés par exemple à la finance islamique. Parce que c'est tout un ensemble. Alors là, nous voyons là, ici, nous élaborons l'ensemble des raffineries qui sont mises sur place à disposition à Dubaï pour le traitement des matières premières. Et nous avons parlé de la finance. Quels sont les outils qui ont été mis en place pour assurer le développement de cette activité du côté de Dubaï? Nous nous intéressons également, bien sûr, au commerce à l'intérieur même des États africains. Il faudrait aujourd'hui favoriser, fluidifier d'ailleurs les échanges entre les différents acteurs, entre les différents pays du continent. Nous abordons ici les stratégies qui doivent être mises en place en vue de la réussite, les défis qui sont les nôtres. Alors voilà, nous voyons, il faut investir dans la formation, il faut établir des règles beaucoup plus intéressantes, des règles très faciles à connaître et aussi savoir où on fait quoi, qui aussi est en charge de quoi. Alors, nous essayons bien entendu des deux côtés, que ce soit du Moyen-Orient, que ce soit de l'Afrique, de vous entretenir sur les
les méthodes qui doivent être mises en jeu pour faciliter, n'est-ce pas, cette activité, pour que celle-ci soit plus attractive. Alors, c'est une véritable aubaine pour ces États. Il faut dire que Jaurès se positionne d'ailleurs sur ce secteur par son consulting. Nous sommes là pour accompagner les différents acteurs pour mieux comprendre quels sont les enjeux, quelles sont les méthodes. Pour mieux comprendre quels sont les enjeux, aujourd'hui, nous accompagnons véritablement les différents acteurs, les personnes intéressées. Nous vous aidons à vous établir sur les deux continents, dans les différentes régions. Vous aidons à mieux comprendre, bien sûr, les procédures, le côté légal des choses. Comment est-ce que on peut développer des partenariats stratégiques, établir des partenariats stratégiques, comment bénéficier des financements, des différents outils de financement. Nous l'avons dit, nous traitons aussi, nous parlons ici par exemple des offres de la Banque africaine de développement, la Banque islamique de développement. Quels sont les mécanismes qui sont mis en place pour soutenir cette activité? C'est véritablement tout cela que nous vous présentons. Nous parlons également de l'implication des organisations gouvernementales, de la société civile en général, des différents programmes qui sont mis en œuvre pour soutenir les différents acteurs et particulièrement les États dans l'achèvement, bien sûr, de l'accomplissement de ce développement durable. Comment impliquer davantage les populations locales? Comment intégrer la transformation digitale? Quel va être l'impact de la transformation digitale sur la maîtrise des flux et sur la maîtrise également des quantités? Parce qu'il faut dire que c'est de là que partout que nous perdons tellement en termes de rente parce que une grosse partie des matières premières ne sont pas répertoriées. Les États maîtrisent très difficilement, n'est-ce pas, les quantités dont on parle, les quantités qui sont extraites du sol. Ainsi, on arrive à ce que ce qui est déclaré par nos États est complètement très loin de ce que reçoivent effectivement les États du Moyen-Orient, tout particulièrement. Et ça crée un gros décalage qui occasionne évidemment un manque à gagner énorme pour nos États. Comment suivre donc? Comment se rassurer et optimiser, bien entendu, les quantités répertoriées? Comment maîtriser les quantités à l'export? Comment suivre tout cela? Comment sécuriser le processus? C'est cela que nous vous offrons, que c'est dans cet univers que nous vous plongeons tout au long du livre. Comment mieux encore comprendre cette répartition? Comment est-ce qu'aujourd'hui on peut optimiser sur le temps? Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui faire plus vite et plus efficace? Comment est-ce qu'on peut toucher plus simplement nous aidant du digital et des outils d'optimisation? Comment est-ce qu'on peut avoir un impact beaucoup plus important sur toute la chaîne logistique et gagner donc en temps? Comment sécuriser le process? Comment est-ce que c'est dans des outils comme la blockchain on va arriver à mieux sécuriser les transactions, à mieux éviter les problèmes liés à la malgouvernance, à la corruption? Comment éviter que les chiffres ne soient altérés? Alors, il est important aujourd'hui pour les États africains de maîtriser cela, de maîtriser
transformation digitale, de ne pas louper le coach de cette transformation digitale pour leur permettre évidemment de s'établir comme des véritables places financières dignes de foi. Voilà. Nous vous offrons un tas de solutions et nous vous accompagnons d'ailleurs en termes, bien sûr, de sécurité, de sécurisation des processus, de méthodes d'autonomisation des populations, des jeunes et des femmes, l'éducation, la formation. J'aurais se veut un acteur aussi dans ce domaine. Quels sont les moyens mis en œuvre? Que faut-il faire pour que tout le monde se sente impliqué, pour que l'ensemble des acteurs se sentent responsables et ne plongent plus, et pour qu'on évite de plonger encore dans tout cet ensemble de choses, ce goulot d'étranglement qui pousse les gens, bien entendu, à chercher des voies décalées pour vendre ces matières premières, occasionnant bien entendu des pertes énormes pour nos États. À travers les chiffres, nous montrons que, par exemple, les femmes sont moins impliquées aujourd'hui dans ces secteurs-là, parce qu'on les compare, par exemple, au secteur de la santé, de l'éducation, voilà, de la santé, de l'éducation notamment, les femmes sont moins impliquées. Pourquoi est-ce qu'il faudrait mieux les impliquer? Comment les intéresser davantage à la maîtrise de cette œuvre? Comment est-ce qu'il faudrait aujourd'hui agir pour développer davantage cette industrie et la rendre plus attractive pour les jeunes? Comme nous avons fait depuis le début, nous naviguons comme ça au travers des propos de l'aveu même des chefs d'État africains. Sur l'aveu même des chefs d'État africains, nous naviguons sur qu'est-ce qu'ils attendent aujourd'hui. Et c'est cela, nous sommes attaqués à quelle est l'attente des États africains aujourd'hui et nous essayons de répondre à ces questions. Donc voilà, chers amis, chers auditeurs, nous traitons de toutes ces questions parce que c'est ce qui nous tient à cœur. Nous avons des cas pratiques. Nous allons partir dans des cas pratiques. Nous l'avons dit, le Ghana, par exemple. Nous l'avons dit, le Ghana, alors, vous voyez ici en image comment est-ce que nous avons traité le cas pratique du Ghana, comment il a su s'élever au rang de l'une des nations qui arrive à recouvrir le plus possible, n'est-ce pas, les fonds liés à l'activité minière. Comment est-ce qu'ils ont réussi aujourd'hui à moderniser pratiquement l'ensemble de l'infrastructure du secteur. Et bien sûr, le Ghana aujourd'hui aussi a encore des défis. Quels sont les défis qui sont les leurs et qui probablement constituent les mêmes pour beaucoup d'autres pays? Le Botswana aussi, voilà, qui se positionne comme l'acteur principal, comme un acteur majeur ayant réussi dans la gestion de ses ressources. Nous voyons aussi avec le Congo, la RDC, et quels sont les problèmes auxquels elle fait face. Nous voyons aussi avec les États du Sahel, chers auditeurs, bien sûr, nous ne prétendons pas aujourd'hui que nous pouvons parler de tout en ces quelques minutes qui nous sont données. Il y aura des séances qui nous permettront d'aller encore plus en détail, comprendre pourquoi est-ce qu'il y a un gros décalage, pourquoi, qu'est-ce qui explique que, par exemple, il y ait plusieurs millions de dollars de différence entre ce qui est déclaré par les États africains et ce qui est déclaré par les États vers lesquels sont destinées leurs richesses. Voilà. Et donc, vous voyez, on a parlé des États du Sahel. On va parler de la coopération dans la deuxième partie, la coopération avec la Chine et la Russie. Vous avez vu, c'est 10 chapitres pratiquement qui sont mis pour le traitement
de questions, n'est-ce pas, de coopération avec le Moyen-Orient, mais pas seulement, en fait, c'est parce que nous avons voulu, au travers de cela, montrer quels sont les enjeux pour nos États africains aujourd'hui, de la coopération avec la Russie et la Chine. Nous voyons quels sont les moyens mis en œuvre par la Russie, notamment pour soutenir le développement technologique, pour produire l'activité, pour produire encore plus de jeunes formés, quels sont les moyens mis pour la maîtrise de l'aspect sécuritaire, qu'est-ce qui aujourd'hui est mis en jeu par ce pays dans le soutien de l'activité locale. On va le voir avec des mines en Angola et dans bien d'autres pays, la Centrafrique notamment. Comment est-ce que l'aspect sécuritaire aujourd'hui est maîtrisé par ce nouvel acteur qui accompagne bien entendu plusieurs États en Centrafrique, au Mali et dans bien d'autres encore. Quel est l'enjeu que ceci, quel est l'apport de ces derniers pour, n'est-ce pas, une nouvelle dynamique dans le secteur. Aussi, nous allons voir comment est-ce que l'autre grand acteur, vous voyez, c'est des pages entières qui ont été consacrées et nous allons faire des formations et où vous serez invités, bien entendu, à participer, où nous vous donnerons les clés pour rentrer encore plus dans les détails de cela. L'autre grand acteur, bien entendu, nous l'avons dit, vous avez toujours des cas pratiques, nous voyons le financement, l'état de financement que la Russie accorde dans le cadre de cette activité. L'autre grand acteur, nous l'avons dit, c'est la Chine, qui est le premier partenaire aujourd'hui en la matière. Qu'est-ce que la Chine apporte? Comment est-ce qu'aujourd'hui elle a transféré les compétences sur le continent africain, mais aussi quels sont les défis en matière de préservation de l'environnement, en matière de respect des populations locales, en matière d'implication des populations locales et de formation aussi. Quels sont les défis qui vont être les leurs? Où est-ce que la Russie intervient et qu'est-ce qu'elle apporte? C'est cela le challenge aujourd'hui dans la deuxième partie. On va voir des cas pratiques. Là, par exemple, c'est en Zambie, on va voir au Congo et on va voir aussi en Afrique, un peu plus dans d'autres États d'Afrique centrale. Nous avons navigué comme ça, chers auditeurs, amis et futurs partenaires, sur le cadre des coopérations qui nous lient à ces différents États, ce qu'ils peuvent apporter, ce qu'ils peuvent apporter, et pour nous permettre de valoriser davantage les matières premières avant exportation et ainsi rapporter un peu plus pour nos États. La dernière partie de cet ouvrage est consacrée à la coopération interafricaine. Cette coopération, l'appelons de nos voeux, nous appelons à ce qu'elle soit un peu plus développée parce que il y a un moment, l'Afrique doit se dire assez. Aujourd'hui, on ne peut pas compter seulement sur les autres. Et dans ce cadre-là, nous l'avons représenté sous la forme d'abord de la coopération entre les États de l'Afrique du Nord et ceux de l'Afrique subsaharienne. Cette coopération se veut très enrichissante dans la mesure où les États de l'Afrique du Nord, notamment le Maroc, ont développé des industries assez importantes pour soutenir l'activité. Alors, je voudrais bien que l'on retrouve. En coopération avec les États de l'Afrique du Nord, voilà, ça, dans cette partie, nous traitons de cette coopération. Et nous disons que cette coopération a intérêt à être beaucoup plus maîtrisée. Nous voyons en fait comment est-ce que les États d'Afrique du Nord, ce qu'ils peuvent apporter dans le cadre du développement de l'Afrique subsaharienne, mais aussi comment est-ce que chacun peut apporter
à l'autre. Nous voyons ce que par les cas pratiques, vous voyez la ceinture verte, voilà, entre l'Afrique du Nord, l'Afrique du Sud et l'Afrique subsaharienne. Comment est-ce qu'on l'a développé? Qu'est-ce que l'Afrique du Nord peut apporter véritablement, chers acteurs? Voilà. C'est au cœur de cela que nous vous plongeons aujourd'hui et nous souhaitons bien entendu que cette œuvre puisse vous inspirer. Nos inspirations, nous le disions, eh bien, c'est depuis 7 à 6 mois, bien sûr. Nous sommes plongés véritablement au cœur de, de l'ouvrage et nous avons, c'est un ensemble de de livres qui ont été de références, des références qui ont été parcourues. Vous pourrez les voir. Là, c'est le livre tel qu'il se présente sur sa forme électronique. Vous pourrez les voir. Et ces références sont données partie par partie. Et voilà, vous pourrez les consulter. Nous avons des liens. Vous pourrez aller encore plus en détail dans dans cet ouvrage. Nous sommes à votre disposition aujourd'hui pour, nous l'avons dit, vous accompagner. Nous sommes à votre disposition pour vous donner davantage d'informations en ce qui concerne les points de vente, comment vous pouvez faire pour vous procurer l'ouvrage. Nous sommes à votre disposition pour vous permettre bien entendu, de vivre cela encore plus profondément et nous répondrons bien entendu à toutes vos interrogations, à toutes vos questions et le plaisir sera le nôtre de partager encore plus sur la question et de pouvoir vous donner davantage de ce que nous pouvons. C'est une série d'autres livres qui seront bien entendu mis à votre disposition. Voilà, à votre disposition. Nos différentes plateformes, vous les connaissez déjà et nous vous remercions sur Facebook, sur LinkedIn, sur le numéro WhatsApp. Et nous sommes bien sûr disponibles sur PayRip et sur la boutique Jaurès. Vous nous contactez, nous sommes à votre disposition. Jaurès Business Group, c'est un ensemble de compagnies et nous savons que vous nous attendez sur bien d'autres aspects, notamment, je le sais, sur les questions de pétrole. Et nous avons déjà commencé à partager dans ce cadre-là avec vous, notamment sur notre plateforme Facebook. Et nous savons que vous êtes nombreux à nous attendre sur cette question. Le plaisir sera le nôtre. Hein. Nous sommes là aujourd'hui, nombreux, avec, je les présente de nouveau, le CEO qui nous a fait l'honneur de sa présence aujourd'hui, avec le chargé, bien entendu, des questions techniques, qui n'est pas très visible là parce qu'il est justement dans les coulisses. C'est lui qui contrôle l'ensemble. Donc, ensemble, nous vous disons merci. Et nous serons toujours au rendez-vous. Voilà, il met un peu plus de lumière pour que vous le voyez parce que les coulisses, c'est pas évident. Voilà, nous vous disons merci et nous vous disons, nous sommes bien sûr visibles sur nos différentes plateformes Facebook. Vous pourrez voir et revoir, poser vos questions. Nous sommes là, nous vous attendons et ensemble, développons les richesses de l'Afrique. Nous vous remercions pour ce temps que vous avez mis au nom de toute l'équipe Jaurès. Nous vous disons merci, nous restons à votre disposition. Nous terminons cette présentation, mais nous restons là à vos côtés. Nous sommes disponibles. C'est un projet phare, bien entendu. Nous sommes disponibles encore. Vous pouvez nous soutenir également via les dons autres et bien sûr, cela nous fera grandement plaisir. C'est un projet qui s'échelonne sur, c'est un investissement de près de 500 millions de dollars sur 4 ans. Et donc, nous vous attendons. Merci à vous tous et à très bientôt sur nos différentes plateformes. Suivez-nous et ne manquez aucune de nos formations et de nos présentations. Merci. Au revoir.